Bonjour, dans cette vidéo, on va vous présenter l'analyse et le traitement de notre dataset sur les ransomware et les goodware. L'objectif ici, c'est de préparer les données pour pouvoir entraîner des modèles de machine learning qui seront capables de faire la différence entre un logiciel malveillant et un logiciel légitime. Pour ça, on va commencer par une phase de pré-traitement des données qui comprend plusieurs étapes importantes qu'on va tout de suite expliquer. Donc, on commence tout de suite avec l'importation des bibliothèques nécessaires. Donc d'abord, on a Pandas et NumPy qui sont les deux bibliothèques principales pour manipuler les données, faire des tableaux, faire des opérations mathématiques, etc. Ensuite, ensuite, on a la bibliothèque Matplotlib et Seaborn qui vont nous permettre de faire des visualisations, par exemple des graphiques, des courbes, ou comme on verra plus tard, une carte de corrélation. Puis on importe les modules de scikit-learn pour préparer nos modèles de machine learning. On a la fonction Turing Test Split pour diviser les données en jeux d'entraînement et de test. Standard Scalar pour normaliser les données. SVS pour utiliser le modèle de support vector machine. Des fonctions pour mesurer les performances de modèles comme l'accuracy et le rapport de classification. On prépare aussi les outils pour entraîner un modèle random forest. Et enfin, on apporte des outils pour faire du deep learning avec Keras, ici, comme les couches denses, le dropout ou l'API séquentielle. Donc, on charge notre jeu de données. Il s'agit d'un fichier Excel qui contient des échantillons de logiciels, certains étant des ransomware et d'autres des goodware. On charge ce fichier avec la fonction read Excel de Panda et on le stocke dans une variable df, vous voyez ici, ce qui représente notre data frame. Ensuite, on affiche les premières lignes. Donc, cela nous permet de vérifier si le fichier a bien été chargé et de voir un peu la structure des colonnes. Puis, donc, ensuite, on affiche la taille de dataset avec point shape, ce qui nous donne le nombre de lignes, donc le nombre d'échantillons et le nombre de colonnes, donc de variables. On regarde aussi les types de données de chaque colonne avec point dtypes pour savoir si elles sont de type numérique, texte, etc. Une étape importante, c'est de vérifier si notre dataset est équilibré ou pas. Pour cela, on regarde la répartition des classes de la colonne sample type, qui nous indique si un échantillon est un ransomware ou un goodware. On utilise la méthode .valueCount pour compter combien on a d'exemples dans chaque classe. Donc, comme vous voyez ici, on peut conclure ou bien on peut dire que le dataset qu'on a est bien équilibré. À peu près. Ensuite, on commence la partie de nettoyage des données. Le but ici, c'est d'enlever les colonnes qui n'apportent pas beaucoup d'informations. Par exemple, si une colonne contient plus de 95% de zéro, il ne va pas nous aider à distinguer les classes. Donc ici, on fixe un seuil de 0,95 et on supprime ces colonnes. Vous voyez ici. De la même façon, on supprime les colonnes qui ont trop de valeurs manquantes. Et ici, on fixe un seuil à 0,95 aussi. Ici, on change les deux listes, pardon. On affiche les colonnes à supprimer, on supprime les colonnes et on affiche la taille de notre fond. Comme vous voyez ici, on a bien réduit la taille de dataset. Donc, on passe ici à la suppression des doublons et les valeurs manquantes. Donc, comme vous voyez ici, on a supprimé les doublons. Et on a remplacé les valeurs manquantes par des zéros. On obtient la taille nouvelle, c'est celle-ci. Donc, la taille, elle est réduite. On a réduit la taille.
Puis ici, on a fait une conversion de la colonne simple type. Car les modèles de machine learning ne comprend- ne comprennent que des chiffres. C'est pour cela on a modifié le label G par A0 et le label R par A1. Donc, et aussi, on a renommé les colonnes pour que la matrice de corrélation soit plus claire. Donc, on a renommé juste les colonnes ici. Donc, on a fait une analyse rapide des classes pour vérifier encore la répartition. Pardon, pour vérifier la corrélation entre les colonnes. Donc, l'objectif, c'est de voir s'il y a des variables qui sont fortement liées entre elles. Avant ça, on enlève les colonnes qui ne sont pas pertinentes pour la corrélation, comme les identifiants ou les noms de fichiers. Pardon. Pardon. Donc, une fois les données sont nettoyées, on passe à une analyse de la corrélation. L'idée, c'est d'identifier les variables qui sont trop fortement liées entre elles, c'est-à-dire qui donnent quasiment la même information. Garder ces colonnes ensemble n'importe rien. Au contraire, ça peut rendre le modèle plus complexe, voire moins performant. Donc, on calcule la matrice de corrélation avec def.core. Puis, on ne garde que la moitié supérieure de la matrice pour éviter les doublons. Ensuite, on fixe un seuil à 0.9 et on supprime toutes les colonnes qui dépassent ce seuil de corrélation avec une autre. Donc, on va voir ici, c'est la matrice qu'on a obtenue. Elle est un peu pas très claire, mais voilà. Et ici, on supprime les colonnes qui sont bien une des colonnes qui sont fortement corrélées. Donc, et maintenant que notre dataset est propre, on va pouvoir passer à la phase suivante, c'est la préparation des données pour l'entraînement de modèles de machine learning. Donc, on passe à une analyse rapide des classes. C'est-à-dire, une fois les données sont nettoyées, on passe à une analyse de la corrélation. L'idée, c'est d'identifier les variables qui sont trop fortement liées entre elles, c'est-à-dire qui donnent quasiment la même information. Garder ces colonnes ensemble n'importe rien, au contraire, ça peut rendre le modèle plus complexe, voire moins performant. Donc, on calcule la matrice de corrélation avec def.core. Ensuite, on fixe le seuil à 0.9. Et on supprime toutes les colonnes qui dépassent ce seuil de corrélation avec une autre. Donc, on voit ici, voici la matrice de corrélation. Il est un peu pas très clair vraiment, mais voilà. Ici, on supprime les colonnes qui dépassent le seuil de corrélation. Et voilà. Et ici, on sauvegarde notre dataset qu'on a déjà nettoyé et qu'on a préparé pour les modèles d'entraînement. Maintenant, on va parler d'une étape super importante dans notre projet, c'est l'entraînement des modèles de machine learning supervisés. Et plus précisément, on va s'intéresser à Random Forest et SVM, deux techniques pour la classification et au modèle de deep learning, à savoir multilayer et auto-encoder plus classifier. En fait, le choix de ces modèles revient au fait que notre dataset, après le cleaning, ne contient que 728 lignes, donc le risque d'overfitting est très élevé. Et par suite, on risque que le modèle entraîné ne va pas être capable de généraliser. Ainsi, ces modèles choisis sont en quelque sorte ceux qui minimisent l'overfitting. Donc, avant tout, on a préparé notre jeu de données. Il a été nettoyé, les features Donc avant tout, on a préparé notre jeu de données, il a été nettoyé, les features pertinents ont été sélectionnés et il est prêt pour l'entraînement. On commence par séparer les features et labels et ensuite on split notre donnée
en deux parties. 80% pour entraîner le modèle et 20% pour tester sa performance. Pour cela, on utilise la fonction train test place de Skittler. On commence par le modèle de SVM. Avant toute étape, on va normaliser les données avec Standard Scalar afin d'éviter le problème que les variables à grande échelle ne dominent celles à petite échelle, car en fait le SVM est sensible aux différences d'échelle entre les features. Puis, on entraîne le modèle et on passe à l'étape la plus importante, à savoir l'évaluation de notre modèle pour faire une conclusion concernant l'efficacité du modèle. À ce stade, les pertinents ont été sélectionnés et il est prêt pour l'entraînement. On commence par séparer les features et labels et ensuite on split notre donnée en deux parties. 80% pour entraîner le modèle et 20% pour tester sa performance. Pour cela, on utilise la fonction train test place de Skittler. On commence par le modèle de SVM. Avant toute étape, on va normaliser les données avec Standard Scalar afin d'éviter le problème que les variables à grande échelle ne dominent celles à petite échelle, car en fait le SVM est sensible aux différences d'échelle entre les features. Puis, on entraîne le modèle et on passe à l'étape la plus importante, à savoir l'évaluation de notre modèle pour faire une conclusion concernant l'efficacité du modèle. À ce stade, on va faire l'évaluation avec les données de test normalisées. Les résultats sont comme suit. Le modèle SVM atteint une précision globale de 72,6% avec une excellente détection des ransomwares. Le recal est de 100%, mais elle a tendance à confondre certains goodwares, qui est un recal de 49%, ce qui suggère un modèle biaisé vers la classe des ransomwares. On passe à l'évaluation de modèles avec les données d'entraînement pour détecter s'il y a l'overfitting ou pas. On trouve que l'accuracy est de 81% avec un recal élevé pour le ransomware, presque 100%. Donc, on a un écart de 9% pour l'accuracy, ce qui déclenche le début de l'overfitting. Mais en général, c'est un modèle efficace puisqu'il détecte bien les ransomwares. Donc, en second lieu, on va voir le modèle de Random Forest. Pour ce modèle, on n'est pas appelé à faire la normalisation car ce modèle, en fait, il est plus à l'aise avec les données brutes. Donc, là, on a entraîné le modèle, puis on l'évalue. Comme déjà fait pour le modèle précédent, on évalue les données de test. Ce modèle offre une bonne performance globale, c'est de 88,4% de précision et un bon équilibre entre détection de ransomwares et goodwares. Toutefois, avec un recal de 87% pour les ransomwares, il ne parvient pas à détecter tous les cas malveillants, ce qui peut représenter un risque de sécurité car certains ransomwares pourraient passer inaperçus. Et pour l'évaluation de modèles avec les données d'entraînement, on constate une précision quasi parfaite, c'est de 99,1% sur les données d'entraînement, ce qui suggère un fort risque d'overfitting. Bien que cela semble rassurant en sécurité, cela indique que le modèle mémorise les comportements connus plutôt que de généraliser, ce qui peut compromettre sa capacité à détecter de nouvelles ransomwares au schéma inconnu. Donc, après avoir traité les deux modèles, on conclut que le SVM offre une détection efficace de ransomwares avec un recal de 100%, mais au prix d'un taux élevé de faux positifs sur les goodwares, ce qui peut entraîner des alertes excessives. De l'autre côté, le Random Forest, quant à lui, fournit une performance plus équilibrée et stable avec l'accuracy de 88,4% avec moins de faux positifs, mais il ne détecte pas toutes les ransomwares, ce qui peut laisser passer certaines menaces. En résumé, le SVM maximise la détection, tandis que le Random Forest privilégie la fiabilité globale. Donc, en gros,
Et en guise de conclusion, le SVM est le modèle le plus adapté en termes de sécurité car il privilégie la détection maximale des ransomwares, réduisant ainsi le risque de laisser passer une menace malveillante. Maintenant, notre dataset est propre et on va tester les deux autres modèles de deep learning après qu'on a testé les deux de machine learning. C'est-à-dire le deep learning, c'est-à-dire un petit réseau de neurones pour la classification. On commence par le modèle d'auto-encodage plus classifier. Ici, on va tester une approche un peu différente. Un modèle en deux étapes basé sur un auto-encodeur. L'idée ici, c'est d'utiliser un réseau de neurones non supervisé euh, pour, pour compresser les données dans un espace latent. Ensuite, on utilise ces données compressées pour entraîner un classificateur supervisé. C'est une approche intéressante parce qu'il peut permettre d'améliorer la représentation des données en extrayant les caractéristiques les plus importantes automatiquement. On commence par créer un auto-encodeur simple. Il est composé d'un encodeur qui réduit les dimensions des données à 64 bits et un décodeur qui essaie de reconstruire ces données d'origine. On va l'entraîner pour que la sortie soit aussi proche que possible de l'entrée. On compile l'auto-encodeur avec l'optimiseur Adam et la perte MSE et on l'entraîne pour reconstruire les données d'entrée sur 50 époques. Une fois l'encodeur entraîné, on va récupérer la partie encodeur uniquement, c'est-à-dire le réseau qui transforme les données en une version compressée. On va utiliser une version réduite des données comme une nouvelle base pour entraîner un classificateur. On construit maintenant un petit réseau de classification qui va prendre les données compressées comme entrée et composé de quelques couches denses et relues. Et en dernière couche, sigmoïde, pour faire la classification binaire 1 ransomware et 0 goodware. Puis on l'entraîne. Ensuite, à la phase de l'évaluation de notre modèle, le modèle détecte bien les ransomwares avec un rappel de 94%, ce qui est important pour la sécurité. Par contre, elle a tendance à confondre certains goodwares avec des ransomwares, ce qui baisse la précision globale. L'accuracy est de 73%, donc les résultats sont corrects mais encore améliorables. On passe tout de suite au test d'overfishing et on constate que les performances sur les données d'entraînement sont similaires à celles du test, avec une accuracy de 73%. Le modèle détecte bien les ransomwares avec un rappel de 91%, mais elle a plus de mal bien reconnaître les goodwares, comme les scores sont proches entre entraînement et test. Donc, il n'y a pas de signe d'overfishing. Le second modèle qu'on va traiter est le modèle multilayer perceptron. On a déjà fait la normalisation de données lors de traitement du modèle précédent avec Minmax Scaler. Maintenant, on va construire un modèle simple avec des couches cachées de, par exemple, 64, 32 et 16 neurones, suivi d'une couche de sortie avec une fonction sigmoïde idéale pour la classification binaire. On compile le modèle avec la fonction de perte binaire cross entropie et l'optimiseur Adam, très efficace pour ce type de problème. Puis l'entraînement du MLP sur les données normalisées pendant 50 époques. Maintenant l'étape de l'évaluation du MLP. Le MLP donne de bons résultats avec une accuracy de 80%. Et elle détecte bien des ransomwares avec un rappel de 93%, ce qui est très important. La précision sur les goodwares est aussi élevée à
92%, mais le rappel est un peu plus faible. Globalement, c'est un modèle assez équilibré, efficace pour la détection tout en limitant les faux positifs. Maintenant, bien sûr, on va passer au test d'overfitting. Sur les données d'entraînement, le MLP a une accuracy de 94%, ce qui est très élevé. Les deux classes sont bien reconnues, avec des rappels proches de 90% et plus. Comme les performances sur le test sont plus bas, 90%, on observe un début d'overfitting. Le modèle apprend très bien l'entraînement, mais généralise un peu moins bien sur les nouvelles données. On va essayer d'améliorer son modèle par l'utilisation de la fonction dropout qui supprime ici, par exemple, 40% des neurones pour minimiser le risque d'overfitting. On entraîne le modèle de nouveau, puis on l'évalue avec les données du test. Le MLP affiche une bonne performance globale avec une précision de 93%. Les deux classes sont bien équilibrées en précision et rappel, autour de 93%, ce qui montre que le modèle est fiable aussi bien pour détecter la ransomware que les goodware. C'est un modèle stable et bien généralisé. Sur les données d'entraînement, le modèle atteint 91% de précision, ce qui est très bon. Les deux classes sont bien reconnues avec un bon équilibre précision-rappel. Comme l'accuracy sur les données du test est proche de 93%, on peut dire que le modèle généralise bien et ne présente pas de vrai surapprentissage. Donc le dropout arrive le décalage de 15% à 8%, ce qui est bon en général. Comme résumé, dans le premier modèle, on a dans le premier modèle de deep learning, on a une meilleure précision pour détecter les ransomware, mais un rappel plus faible pour les goodware. Le deuxième modèle est plus équilibré entre les deux classes avec une meilleure stabilité globale. La précision est aussi un peu meilleure, 93% contre 80%. Donc le deuxième modèle généralise mieux et offre un meilleur compromis entre détection et fiabilité. Le modèle MLP est plus équilibré avec une accuracy de... Maintenant, on va faire un test comme comparaison entre le MLP du Deep Learning et le SVM du Machine Learning. Le modèle MLP est plus équilibré avec une accuracy de 93% et des scores similaires pour les deux classes. En revanche, le modèle SVM favorise fortement une seule classe. Il détecte bien les ransomware, mais elle rate beaucoup de goodware. Son accuracy est plus faible, 73%. Donc on a un décalage de 10%. Et enfin, le MLP est plus fiable et généralise mieux que le SVM dans notre cas, mais en termes de sécurité, le SVM est plus fiable. Merci de votre attention. A été nettoyé, les features. Donc avant tout, on a préparé notre jeu de données. Elle a été nettoyée. Les features. Maintenant, on va faire un test comme comparaison entre le MLP du Deep Learning et le SVM du Machine Learning. Le modèle MLP est plus équilibré avec une accuracy de 93% et des scores similaires pour les deux classes. En revanche, le modèle SVM favorise fortement une seule classe. Il détecte bien les ransomware, mais elle rate beaucoup de goodware. Son accuracy est plus faible, 73%. Donc on a un décalage de 10%. Et enfin, le MLP est plus fiable et généralise mieux que le SVM dans notre cas,
mais en termes de sécurité, le SVM est plus fiable. Merci de votre attention.